Merci de cette invitation, Antoine, et bien sûr Alain. Et ma pensée va à Jean Gaillon. Pardon. Et bien sûr aussi à M. Coppens, mais ça simplement une chute. Je crois que Jean a des problèmes plus sérieux et ma sympathie va très chaleureusement à lui. Et je dois aussi m'excuser par le fait que simplement pour confusion mentale, j'avais préparé la conférence en anglais avec des traces diapos en anglais, mais il est clair qu'au Collège de France, le français, c'est peut-être la langue la plus fréquentée, disons, et la plus naturelle. Et donc, voilà, il y aura des diapos en anglais. Ce n'est pas un anglais difficile, c'est l'anglais d'un italien, donc très accessible, mais je vais vous parler en français. Deuxième chose, il y aura de diapos avec une lecture difficile, c'est simplement pour faire voir un document, la transcription d'un document. Je vais vous dire ce que le document dit, mais ça évite de faire des longues lectures, des citations qui sont difficiles dans une conférence comme celle que nous avons, sérieuse, mais elle ne fait pas qu'elle soit ennuyante non plus. Et la dernière excuse, c'est que je me suis un petit peu laissé entraîner par la figure de Jean-Claude de la Métairie, qui est, je crois que très peu de gens dans cette salle savent ce qu'il est et ce qu'il était. Bon, il était l'adjoint de Cuvier. Je vous rappelle, Cuvier occupe la chaire d'histoire naturelle du 8 janvier 1800 à sa mort en 1832, le mois de mai. Mais dans les biographies de Cuvier et dans ce qu'on écrit sur les collèges, de la Métairie on glisse toujours sur de la Métairie. C'est un petit peu embarrassant, ces messieurs de la Métairie, les mettre ensemble à messieurs Cuvier. Les noms ne collent pas bien. Et je dois dire que, comme on va le voir dans quelques instants, les circonstances de l'élection de la Métairie comme adjoint, de l'élection de l'Assomption, parce que ce n'est pas une élection, mais c'est les procès-verbaux, les assemblées des professeurs doivent ratifier les ministres en premier lieu, et puis les assemblées des professeurs doivent ratifier la nomination. Quand j'ai commencé à travailler sur ces choses-là, malheureusement il y a trop longtemps, je me suis toujours posé la question, mais comment de la Métairie est nommé adjoint? Ce n'est pas possible. Et la première hypothèse que j'avais formulée, c'était une hypothèse bénigne, intellectuelle, scientifique. Et ça veut dire que Cuvier, en 1800, avait besoin de l'appui des minéralogistes et des géologues, entre guillemets, les mots c'est un petit peu anachronique, mais il y a déjà des gens qui s'appellent géologues, il avait besoin d'eux après les avoir massacrés dans des interventions d'une ironie et d'un sarcasme épouvantable pour les géologues et les minéralogues. Et donc peut-être, au moment des élections, il avait besoin de ça. L'histoire est tout à fait différente. Donc, une cohabitation difficile, Georges Cuvier son adjoint, Jean-Claude de la Métairie. Et j'avais commencé, what an exciting topic, hein, un thème vraiment excitant. Et bien sûr, qu'est-ce que c'est que ces messieurs à quoi faire dans une conférence sur Darwin et les collèges de France? Et ça, c'est la deuxième partie peut-être, j'essaie d'aller vite, qui sera, à mon avis, plus intéressante. Ce n'est pas concentré sur les collèges de France, mais c'est concentré sur une question beaucoup plus large, et ça veut dire les débats riches, multiples, chorales, à plusieurs voix, grégoriennes presque, qui sont présentes en France, en Angleterre, en Italie et en Allemagne, dans cette première moitié du XIXe siècle, qui amène à Darwin, et dont on ignore pratiquement ou presque tout, et surtout, on ignore systématiquement parce que c'est au même niveau que de la Métairie. Ce sont des personnages petits, des journalistes, des gens qui vivent de leurs plumes. Ce sont les amateurs. Je vais, je vous l'annonce, disputer fortement l'idée qu'il s'agit d'amateurs. Et je n'ai pas le temps, mais j'ai un texte à moi en ligne que vous pouvez facilement lire. Je conteste aussi l'idée qu'il s'agit de deuxième couteau ou des figures marginales dans l'histoire des sciences de la vie et des débats sur les sciences de la vie dans la première moitié du XIXe siècle. Donc, première partie, qu'est-ce que c'est que de la Métairie? Qui était de la Métairie? Et qu'est-ce qu'il faisait? Et pourquoi il est assistant de Cuvier? Et la deuxième partie, je vous l'ai annoncé déjà, c'est de la Métairie fait partie d'une tradition
des réflexions sur la vie qui survit tranquillement à travers tout le XIXe siècle et qui nous explique les grandes difficultés que dans plusieurs pays les gens avaient de comprendre l'œuvre de Darwin. Ils ne la comprenaient pas parce qu'ils étaient ni idiots ni aveugles, simplement parce qu'ils venaient des traditions, des réflexions sur la nature qui étaient elles. Elle n'était pas celle de Darwin. Laura va nous parler, Bossi va nous parler à la fin de Haeckel. Haeckel est un cas typique de quelqu'un qui lit Darwin et pour lequel Goethe, Lamarck et Darwin, c'est une grande lignée qui amène à la vérité. Les historiens des sciences anglo-saxonnes se tournent dans leur tombe, dans leur lit, à ces propos. Mais on ne peut pas dire que dans ça, Haeckel était un petit peu étrange. C'est une culture qu'il faut prendre très au sérieux. Donc, je vous invite à prendre au sérieux même ce monsieur de la Métairie et ce qu'il faisait. Donc, Cuvier, je n'en parle pas. Nous avons eu les grands cadeaux de la biographie de Philippe Taquet, volume 1, le volume 2 de la biographie de Philippe Taquet devrait sortir imminemment et parler de Georges Cuvier. Il y a tellement de choses qu'il faut simplement répéter. Je vous rappelle quand même que la fidélité de Cuvier au collège est un petit peu particulière, dans le sens que quand finalement il reprend son cours au Collège de France sur l'histoire des sciences de la vie, en 1931-1932, la presse souligne que ça fait 12 ans qu'il ne tenait pas de cours au collège, comme par ailleurs au muséum. Ça veut dire, après 1815-16, Cuvier ne fait plus de cours, ou presque plus de cours. Il fait partie de l'apparatus politique à plein temps, comme Stendhal le disait avec sa méchanceté usuelle. Ne croyez pas qu'ils soient des scientifiques, ils sont des politiciens en plein temps, il dit en se référant à Cuvier et à Laplace, etc. Et ça, c'est vrai, ce n'est pas une accusation. Il faisait plein temps ça. Jean-Claude de la Métairie, on peut écrire son nom comme on veut, mais après 1994, il décide, il se penche sur la démocratie, donc il s'est fait appeler de la Métairie. Si ce visage est un petit peu bizarre, étrange, je dois vous dire que c'est aussi la réflexion de Wilhelm von Humboldt. Quand il passe un après-midi avec de la Métairie et ses frères, il dit une expression étrange, ils sont tous semblables d'une façon incroyable. Donc, les gens qui avaient aimé la physiognomie s'est penché aussi sur cet aspect de la carrière de messieurs de la Métairie. Il était un minéralogiste à la fin de sa vie, à un certain moment de sa vie, après avoir engagé une lutte contre la nouvelle chimie de Lavoisier, il s'engage dans la minéralogie, il est franc-maçon, il est emprisonné en 1992, il est un grand admirateur de la monarchie anglaise et donc il s'arrête il commence à contester la Révolution quand on commence à attaquer la monarchie et puis bien sûr l'assassinat du roi. Il est un homme qui est très, très connu et connaît beaucoup de monde lui-même. Je citais simplement Pinel, qui était son médecin personnel, Déodat de Dolomier, qui était un ami vraiment très cher, les grands minéralogistes. Et il était aussi ami de Alexander von Humboldt, le voyageur, et Wilhelm von Humboldt, le linguiste et fondateur de l'Université de Berlin, qui est un grand personnage. Et les deux ont des amitiés fortes pour de la Métairie. Alexander von Humboldt adresse ses premières lettres de son voyage en Amérique latine à de la Métairie. Fort intéressant. Ils font aussi ensemble, de la Métairie et von Humboldt, Alexandre, des expériences d'électricité dans la petite pièce dans laquelle de la Métairie vivait. Je cite son frère, qui va jouer un rôle très important dans notre histoire, dans notre micro-histoire de la nomination de la Métairie à juin, micro-histoire aussi dans cette première partie, parce qu'il s'agit d'un espace vraiment de très peu de jours, peut-être 8 jours, dans lesquels tout se passe, et son frère, Antoine de la Métairie, politicien, député dans plusieurs assemblées pour maçons, joue un grand rôle. Ici, rapidement, des ouvrages que de la Métairie avait publiés avant 1800. J'ai ajouté le dernier ouvrage, 1802, simplement pour indiquer que pratiquement, comme le dit les fils de Étienne Geoffroy Saint-Hilaire Isidore,
il était un compilateur de la métairie, mais surtout un compilateur de soi-même. Ça veut dire que les premiers ouvrages que vous voyez ici sont constamment réédités avec des ajouts, avec d'autres parties. Une pratique qui nous fait sourire, qui est partagée aussi par des collègues éminents même aujourd'hui, mais disons que c'est une pratique normale. Un livre marche bien, et donc on fait des éditions différentes. Il n'y a rien de mal, mais je dis simplement, ça, ce sont les premiers ouvrages, ses ambitions d'être un philosophe de la nature, et puis 85 et 88, ses attaques contre Lavoisier, qu'il déteste personnellement. Après, il attaquera continuellement Fourcroy, l'élève, disons, de Lavoisier. Il attaquera ah oui, les cristallographes. Pratiquement, il attaque tout le monde. Mais il est connu dans toute l'Europe à cause du fait qu'il est l'éditeur du journal des physiques. Il avait commencé à travailler au journal quand il s'appelait Observations sur la physique en côtoyant l'abbé Rosier en 1785, puis Rosier part et meurt dans l'expédition de la Pérouse, et de la Métairie reste le seul directeur de ce journal, qui est interrompu pendant une brève période, et son successeur sera un homme redoutable, au caractère redoutable, Henri Ducrotay de Blainville, qui essayera de gagner la chaire de Cuvier en 1832, mais sans y réussir. Un autre ouvrage qui est très connu, je vais revenir sur le journal des physiques, qui est très rarement lu, et qu'au contraire on devrait lire page après page, parce qu'il nous donne une image de la science française et européenne qui est le contraire de ce que Cuvier nous donne dans ses précis historiques sur les progrès des sciences année par année. Vous pouvez bien sûr ne pas l'aimer, mais c'est une autre histoire. Mais il avait été auteur d'un best-seller, La théorie de la Terre, 14, 3 volumes, 1797, 5 volumes, traduites en allemand. Des excerpts avaient paru en Italie et en Angleterre. C'est une compilation, mais une compilation de quoi? De théorie de la Terre, exactement. Il est un homme d'une grande culture classique, donc il commence avec les philosophes de la nature grecque et il arrive jusqu'à ces jours. C'est un texte qui est repris plusieurs fois. Il y a des traces même dans les principes de géologie de Lyell. C'est une source d'information idiosyncratique, parce que bien sûr, l'histoire des théories de la Terre se termine avec de la Métairie lui-même, qui en constitue le Zukunft naturel. Mais il y a pas mal d'informations et de renseignements là-bas. Rapidement, il était très respecté par Robert Jameson, qui est le professeur ennuyant, plein de soi, que Darwin détestera quand il sera élève à Édimbourg. Il est très, très ami du cercle qui publie la Bibliothèque britannique à Genève, et Pictet s'adresse à lui de la Métairie et à Déodat de Dolomieu au début de la Bibliothèque britannique pour savoir quels sont les risques des piratages en France, quelle est la condition du marché en France, etc. etc. Le fait que le journal des physiques, à cette époque, autour de, disons, fin des années 1790, premières 5 ans, 6 ans, 1800, ils vendent 800 copies par mois, c'est absolument pas mal, c'est une très belle circulation. Les facteurs lecteurs est difficile à établir, mais ces journaux sont achetés à l'usuel par des institutions, des bibliothèques, des salles de lecture, et donc c'est un journal lu et cité dans toute l'Europe. Je l'ai dit déjà, il est un grand ennemi de Fourcroy, de Lavoisier, de Laplace et d'Aoui. Quelles sont ces théories? Les théories sont intéressantes, simplement qu'elles ne sont pas ni nouvelles ni originales. Il assume qu'il y a un océan primitif dans lequel tous les matériaux, tous les minéraux sont en dissolution. Un processus de cristallisation commence à entrer en jeu et toutes les formations minérales, les montagnes, tout ce qu'on voit est le résultat de cristallisation originaire qui après sont soumises au processus de dégénération ambientale normale. Il pense aussi que les organismes vivants
sont les résultats d'une cristallisation. La conception, la formation, l'œuf et l'action du sperme sur l'œuf produit dans l'œuf, les spermes produits dans l'œuf, un processus de cristallisation. Et il dit, mes idées ne sont pas différentes de celles de Blumenbach sur le nisus formativus. Il dit, nous partageons l'idée qu'il faut expliquer en termes newtoniens, ça veut dire scientifiques, ces processus de génération à la fois des individus, des formes de vie et de la nature. Et avec modestie, souvent dans son journal, après 1805-1806, quand il commence un petit peu à n'être pas trop convaincu de lui-même, il dit « grande idée de la métairie » en lettres capitales, parce qu'il y a des gens qui lui écrivent en disant « votre idée est exceptionnelle », alors il dit « quelqu'un m'a écrit « grande idée de la métairie ». Et ça reste un personnage vraiment remarquable. Moi, je m'amuse énormément, je me suis amusé énormément à les lire. Son idée de l'histoire de la vie sur Terre, c'est l'idée fondée sur, bien sûr, je l'ai dit, la cristallisation, mais la cristallisation donne vie à des prototypes, comme si des formes de cristallisation primitives sont capables de créer un ensemble de molécules qui, après, vont donner naissance à des animaux importants. Ça veut dire que la génération spontanée de la métairie à travers la cristallisation peut aussi donner naissance à des formes plutôt développées au début. La nature a perdu de vigueur et donc des prototypes générés naturellement au sein des mers, initialement ou sur Terre, avec l'émergence des terres, se sont après éparpillés sur le monde et se sont adaptés à des circonstances locales. Et ici, il y a bien sûr un écho de l'idée des Buffon, après tout, 36 prototypes pour les vertébrés, pour les mammals, qui peuvent expliquer une génération de descendance, même si, bien sûr, le type reste lui-même et il n'y a pas, chez Buffon, aucune évolution. Même pas non plus chez de la métairie, dans le sens que nous connaissons. Mais si cette idée que jadis, il était possible que des embryons, ils utilisent ces mots d'une façon métaphorique, bien sûr, soient constitués par génération spontanée, c'est une idée qu'on retrouve souvent dans l'Europe du XIXe siècle. Je cite les grands connaisseurs d'art richissimes qui s'appellent Charles Hope, auquel le Victorian Albert Museum a dédié une grande exposition il y a une dizaine d'années. Hope, c'est celui qui lance la mode des internes, il est décorateur pour s'amuser, les internes égyptiennes et les maisons dans lesquelles chaque pièce suit un style historique. Hope écrit un texte qui est très lu, The Natural History of Man, dans lequel il dit que les races humaines sont races vraies et propres, et parce que les embryons originaires se sont formés dans les localités dans lesquelles ça arrivait. Et donc, il y a une production locale d'embryons. Mais Hope, bien sûr, est un amateur, voilà. Mais un autre personnage que j'ai visité après, grande géologue franco-autrichienne qui vit en Angleterre pendant 15 ans, Aimé Bouet, premier président de la Société géologique de France, dans son discours d'ouverture, il dit on ne peut pas dénier que jadis les pouvoirs de la nature auraient généré aussi des animaux complexes. Donc, c'est une idée qui circule. Ça, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise idée, je dis simplement que ce thème est présente et continue à l'être. C'est que de la métairie, avec d'autres, dit, eh bien, ces types changent pour les changements des habitudes de vie. Donc, c'est un mécanisme que nous pourrons expliquer comme la marquienne, mais tout le contraire. De la métairie pensait que Lamarck lui avait piqué l'idée, que c'est lui qui avait les premiers dit qu'il y a des processus d'habitude, ça veut dire changement d'habitude, qui génèrent des êtres humains.
Et il était le premier qui avait décrit en détail comment un singe peut devenir un homme en changeant les habitudes de vie, en perdant les poils, la queue, etc. etc. Donc, quand Lamarck publie ses ouvrages, de la Métairie répond avec ses considérations sur les êtres organisés, dans lesquels il parle de l'habitude, de l'usage et du manque d'usage dans la production des formes de vie, mais il ne parle pas de Lamarck. Et en effet, le nom de Lamarck est de moins en moins cité dans les journaux de physique. Et les rapports entre Cuvier et de la Métairie, le temps marche, il faut que je vais vite. Il ne s'en aime pas du tout. Il ne s'en aime pas du tout. Et surtout après 1795, quand Cuvier avait annoncé qu'aucune espèce fossile avait des analogues vivants, ça suscite un débat dans lequel, pour les premiers 5 ans, Cuvier est perdant. La majorité des naturalistes français considèrent qu'au contraire, les fossiles ont des analogues vivants. De la Métairie va même visiter Lamarck chez lui pour voir la collection des coquillages fossiles et les cite dans un ouvrage en disant « Monsieur de Lamarck m'a fait voir des coquillages fossiles qui sont clairement les analogues des vivants. » Cuvier répond dans une série d'interventions, même publiées dans les journaux de physique, dans lesquelles il dit « Rien ne me rend plus heureux qu'un petit fait qui détruit une théorie de la Terre. » Donc il continuellement attaque les géologues. Et c'est un débat auquel participent pas mal de gens, mais en tout cas, ils sont vraiment, ils se détestent. Il y a bien sûr 20 ans de différence entre eux. Dire qu'ils se détestent, c'est pas vrai, parce que c'est de la Métairie qui déteste Cuvier, et Cuvier considère que la Métairie est un vieux dont on n'a pas besoin, c'est l'ancienne histoire naturelle qui parle de tout et de n'importe quoi, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de précision. Cuvier est appuyé par les géomètres de l'Académie, il est appuyé par Fourcroy, par Laplace, qui n'aiment pas, bien sûr, de la Métairie, ni sa façon de faire l'histoire naturelle. Et nous arrivons rapidement à cette micro-histoire. Ça veut dire que Daubenton, qui avait été le professeur pendant presque 40 ans, meurt le 1er janvier 1800. Il est enterré le 8 janvier 1800 et Cuvier est nommé le 8 janvier 1800. Alors, une rapidité vraiment considérable. Ça veut dire que, il me semble, je ne sais pas, je me réfère au administrateur du collège, si à sa connaissance, il y a d'autres élections qui se sont arrivées en 8 jours. On peut y dire avant. Avant, c'est bien. Et c'est ça le cas, probablement. Mais les processus de négociation sont très vite. Les ministres de l'Intérieur et Lucien Bonaparte, qui est devenu ministre le 25 décembre 1999, son prédécesseur Laplace était un grand ami de Cuvier, et on peut penser qu'en effet, comme certaines sources nous l'indiquent, on avait décidé déjà, comme l'administrateur sagement nous rappelle, on avait décidé déjà de donner la place à M. Cuvier. On savait des prétentions de la Métairie. Pendant les dernières 2 décennies, ou une décennie et demie de son cours, Daubenton avait parlé essentiellement de minéralogie. De la Métairie disait « Moi, je suis le plus grand minéralogiste vivant, certainement en France, et donc la place est à moi. » Et il était rassuré dans ça, parce qu'Antoine de la Métairie avait obtenu de Lucien Bonaparte la promesse d'élire son frère à la chaire de minéralogie. Pourquoi ça? Antoine de la Métairie, comme les frères, qui n'était pas un grand scientifique, lui, Antoine, n'est pas un grand politicien. Mais un jour dramatique qui s'appelle Coup de Brumaire, quand l'Assemblée des 500 hurle contre Lucien, et il dit allez-en, etc., et il les chasse de la salle, Antoine de la Métairie, il est l'un des rarissimes députés qui supporte Lucien Bonaparte. Et il supporte, bien sûr, le coup d'État de Brumaire. Donc il y a une promesse qui est faite de la Métairie de la part de Lucien Bonaparte. Mais si nous regardons même qui sont les membres du Conseil d'État à la division 4e, qui est de l'instruction publique, et vous voyez qu'il est plein de ses ennemis. Chaptal, Fourcroy se rappelle très bien l'opposition de la Métairie contre la nouvelle chimie.
Les annales de chimie de Lavoisier avaient été instituées précisément pour éviter que l'unique journal de réputation français, les journaux de physique, continuait ses attaques contre la nouvelle chimie, donc il fallait avoir un journal à eux-mêmes. Il y a des sources qui nous parlent de ça. Alors, je vais vous donner un petit peu l'histoire. Il y a une version de cette histoire qui est celle donnée par de Blainville dans une biographie de la Métairie publiée dans les journaux des physiques après la mort de la Métairie en 1817. C'est de Blainville qui prend en charge le journal et écrit l'éloge funèbre ou la biographie. Et encore une fois, en 1932, pendant sa lutte sans succès pour obtenir la succession de Cuvier, de Blainville retourne sur la question de l'élection de la Métairie comme assistante de Cuvier, et il nous dit il nous répète que c'est Lucien qui veut de la Métairie, mais que les collèges préfèrent Cuvier. Donc le rôle d'assistante aurait été un prix de consolation vers de la Métairie. Ici, c'est pas... Bon, oui, c'est bien, cette séance. Donc, nous avons ici des registres, des procès-verbaux du collège, la nomination le 8 janvier 1800. Le 20 janvier, c'est ratifié, ça veut dire on décide d'inscrire l'élection dans les procès-verbaux. Mais, peut-être ici c'est plus petit, mais je vous dis rapidement. Mais il y a des étranges contradictions. Ça veut dire que d'un côté, on nous dit que les ministres voudraient rendre justice à de la Métairie qui avait été ignoré dans plusieurs promotions. Bien sûr, il avait raté l'Institut aussi, personne ne le voulait à l'Institut, au Muséum, pas de question. Et que donc, les ministres voulaient ça. Et c'est Cuvier qui nous dit, ça c'est un aspect très intéressant, c'est Cuvier qui nous dit que lui, Cuvier, avait proposé, pour faire plaisir aux ministres, à de la Métairie, la position des professeurs aux écoles centrales, à l'école centrale, occupée par Cuvier, à 3500 livres par an. Il avait proposé ça à de la Métairie, et chose extraordinaire, de la Métairie dit non, ma santé ne le permet pas, je préfère être votre adjoint au collège. Ah, ça, c'est une transaction tout à fait extraordinaire quand même. En bref, ce qui te rappelle de ces documents, c'est que probablement de Blainville avait raison et tort en même temps. Ça veut dire que là, il y a une vraie puissante volonté de la part de Lucien de faire quelque chose pour de la Métairie. Et on dit à Cuvier, débrouillez-vous, et c'est Cuvier qui trouve cette solution. C'est lui qui l'a dit officiellement, je suis allé les voir, je lui proposais ceci et cela, il a refusé. Extraordinaire, c'est de la Métairie qui négocie la place d'adjoint au Collège de France directement avec Cuvier. Ça, c'est ratifié et il devient donc l'adjoint. Dans sa position d'adjoint, il est très actif. Encore une fois, pourquoi on l'a oublié? Il est le premier à donner des cours itinérants, ça veut dire il amène sa classe dans les environs de Paris, qui sont richissimes pour la paléontologie, comme Cuvier le savait bien. Il fait des cours de minéralogie sur le terrain. Il a plusieurs élèves. Ses cours sont très estimés en Europe. Et il écrit une série d'ouvrages en faisant état de ses cours. Encore une fois, il s'agit de reprises des anciens textes, mais c'est une présence dans la littérature européenne qu'on a étrangement oubliée. Les rapports entre eux restent tenses. Cuvier ne perd pas l'occasion de se moquer de la Métairie, et même dans la révolution du globe, l'introduction aux ossements fossiles, qui après est republiée plusieurs fois comme volume à soi-même, il tire des coups contre de la Métairie qu'ils mettent ensemble il dit c'est la même chose que la marque hydrologie, et Cuvier se trompe sur le contenu de l'hydrologie, comme s'il n'avait pas lu, et puis il les met ensemble à Johann Christian Redig, personnage extraordinaire, vraiment extraordinaire, qui fait mon jeu. Ça veut dire c'est Stadtdichter in Perne, et c'est quelqu'un qui écrit très peu, donc il est un amateur, mais il écrit cette nature, cet essai sur la nature, dans lequel il nous parle, par exemple,
C'est rien de nouveau, hein, mais ça fait plaisir de les lire. Il nous parle du fait que les hippopotames pourraient un jour se perdre dans la mer et devenir des baleines, et peut-être des baleines pourraient revenir sur Terre si les conditions sont favorables. Il cite aussi les petits squirrels, écureuils, qui citera aussi Darwin. Donc, on y soit qui mal y pense. Il cite l'écureuil américaine qui vole d'une plante à l'autre et qui commence à étendre la peau sous ses pattes, et d'un jour à l'autre, et peut-être dans des milliers d'années, millions d'années, il pourrait devenir un volatile comme les pipistrelles. Pourquoi je dis Redig intéressant? Parce qu'il n'est personne. Parce qu'il est un témoin de comment ces idées circulent dans toute l'Europe. C'est la personnification de l'amateur qui se sent en droit d'intervenir lui-même et de proposer. Cet ouvrage, il l'envoie à Goethe, qui les remercie, il l'envoie à Napoléon, premier consul, avec une dédicace fondamentale, une dédicace appropriée, il l'envoie à Sir Joseph Banks. Vous trouvez des copies, parce qu'il avait un petit peu d'argent probablement, il l'envoie partout. C'est un personnage qui ne peut pas être ignoré, mais pas parce qu'il est tellement original, mais parce qu'il nous dit des choses sur ce que sont les intérêts d'un public avisé au niveau européen. Si je vais provoquer, parce que c'est tard, je voudrais dire que les publics lisants européens, où il y avait les publics des lecteurs est trop grande. Mais nous avons des journaux, nous avons des dictionnaires, nous avons des publications, nous connaissons les nombres des copies qui circulent, nous pouvons croiser les citations. On peut dire tranquillement que dans l'Europe des années, jusqu'aux années 50, il y a un public avisé qui consomme avec empressement toute image de la nature qui leur soit proposée, y inclut des théories évolutionnistes, comme si les publics étaient plus à l'avance des scientifiques officiels, d'une certaine façon. Et ils partagent des visions des processus de changement de la nature qui rendront difficile l'acceptation ou la lecture des textes de Darwin. C'est là l'intérêt d'un personnage comme de la Métairie. Et 45, non? Je dois terminer? Oui. C'est mon temps? Donc j'ai 2 minutes. 1 minute. Quelques minutes. Je vais complètement rapidement. J'ai dit... je vous ai déjà annoncé que les journaux de physique et les journaux fort intéressants, il faudrait les lire parce que la population d'acteurs de niveau européen qu'ils mobilisent est impressionnante. Et c'est impressionnant que cette population d'acteurs au niveau européen ne trouve pas aucune place dans les histoires des sciences. Bon, peut-être a raison. Je suis un historien de la culture scientifique et ça, pour moi, c'est un problème. J'avais préparé simplement un cas, Jean-Baptiste Frey-Fournier, qui fait des expériences sur la génération spontanée, qui sont même amusantes parce qu'il va chez Berthollet à Arcueil, il fait les expériences de génération spontanée, il dit Berthollet n'a rien vu parce qu'il n'avait pas les yeux si bien entraînés que les miens. C'est joli. C'est un personnage qui n'a pas une main, commissaire aux guerres, proche de Napoléon, il connaît l'Allemagne très bien, il vit en Allemagne plusieurs années, et il écrit ses essais sur l'origine des corps organisés et inorganisés. Bien, il nous semble vraiment un petit peu trop pour avaler. Mais si vous allez voir ses amis, ceux qui les citent, j'avais dit à Laura Bossi un jour, je m'étais trompé la deuxième fois, que les références constantes à Frey dans la littérature allemande arrivent jusqu'à doorstep, jusqu'à l'entrée de la maison d'Eckel. Donc, Frey est un personnage très considéré en Europe, au point que John Berkeley, d'Édimbourg, lui consacre un chapitre comme l'un des personnages les plus dangereux dans l'Europe matérialiste et des sciences naturelles matérialistes. Et pourquoi il a complètement disparu? Mais je vais vite, il y a ici deux personnages, j'avais déjà cité Bouet, j'ajoute, parce que le nom est fantastique, Achille Requin, qui nous parle de théorie de l'évolution fort intéressante. Il propose des modèles, l'un sélectionniste, tiré de la domestication des animaux, et l'autre lamarckienne. Et Requin a un élève qui lui promet de publier ses ouvrages. Il publie seulement ses premiers volumes, et puis il quitte. Et son élève, c'était Charcot. C'est un personnage qui enseigne à Paris la médecine, un personnage considérable. Ces textes, publiés dans l'encyclopédie nouvelle de Leroux et Reynal,
Reynaud, sont vraiment remarquables. Dwyer, c'est un journaliste, professeur des écoles, mais naturaliste. J'ai conclu en disant que dans cette population, je parle ici de la France, je me concentre seulement sur la France, même si j'ai nommé l'Allemagne. Je pourrais faire le même discours pour d'autres pays, mais maintenant, si nous sommes en France. Il y a très peu de ces personnages qui ne sont pas convaincus. Et je l'ai dit en anglais parce que c'est un point central de Darwin. Varieties are incipient species. Les variétés sont des espèces naissantes. La distribution géographique, la domestication et l'étude des fossiles indiquent une relation de descendance. Et bien sûr, les fossiles sont les parents des espèces qui vivent aujourd'hui. Je suis en train de dire qu'ils sont les précurseurs de Darwin, de quoi que ce soit? Non, pas du tout. Est-ce qu'ils sont lamarckiens, comme on a dit? Pas du tout. C'est une culture beaucoup plus riche dont nous ne connaissons pratiquement rien. C'est une exagération. Disons que nous connaissons très peu. Mais toutes les fois qu'on va au fond de ces auteurs allemands, italiens, anglais, on trouve tout ça. La dernière chose, la toute, je me suis rendu compte il y a quelques jours, Laura bosse en cherchant dans qu'elle cite avec faveur Fricke. Alors, ceux qui ont lu la préface historique de Darwin remarqueront qu'il cite entre autres ce monsieur Fricke, F-R-E-K-E, Fricke. Alors, Fricke, c'est vraiment un Fricke. Il faut les lire, c'est vraiment extraordinaire. C'est ce que je vous ai dit jusqu'à ce moment-là. Il fait partie, Fricke, c'est un amateur anglais, de tous ces mondes de spéculation, d'imaginaire, des processus de changement de la nature, et que les prendre au sérieux. Et Darwin prend au sérieux celui-ci comme un antagoniste. Et Fricke, bien sûr, quand l'origine des espèces va apparaître, il dit, moi je l'avais déjà dit. Non, tu ne l'as pas dit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je l'ai déjà dit. C'est qu'il y a cette culture partagée dans laquelle les détails des théories n'est pas si important. Pour nous, les détails des théories est essentiel. La théorie est dans le détail. Pour eux, non, la théorie est dans la signification philosophique générale. Je m'arrête ici. Merci.